Annonce importante dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, 300 militaires américains seront bientôt déployés au Cameroun. L'Union européenne se dit disposée à soutenir l'organisation des élections en RDC, et ce, dans les délais constitutionnels. Enfin, en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a suspendu ce mercredi la chef de la police nationale, plus de 3 ans après le massacre des mineurs à Marikana. C'était là le sommaire de cette nouvelle page de l'information sur Sika. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Le président Barack Hussein Obama a annoncé ce mercredi le déploiement prochain de 300 militaires américains au Cameroun. Et ceci pour les opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aérienne dans le cadre de la lutte contre les islamistes de Boko Haram. Dans un courrier adressé aux leaders des 2 chambres du Congrès et rendu public par la Maison-Blanche, Obama indique que 90 militaires ont commencé à être déployés sur place depuis lundi et que ce chiffre passera à environ 300. Ces forces qui seront armées pour assurer leur protection et leur sécurité resteront au Cameroun jusqu'à ce que leur soutien ne soit plus nécessaire, poursuit le courrier présidentiel. Le Cameroun fait partie de la coalition contre les insurgés qui mènent depuis plusieurs mois des attentats sanglants bien au-delà du nord-est du Nigeria, leur fief historique, pour frapper les États limitrophes du bassin de la Tchad, le Tchad donc, le Cameroun et le Niger. En République démocratique du Congo, l'Union européenne est disposée à soutenir l'organisation des élections, notamment présidentielles et législatives, dans les délais constitutionnels. Dans une déclaration consécutive à la démission du président de la CENI, l'organisation a demandé la publication du calendrier électoral révisé et un plan de décaissement pour apporter son appui. Dans la déclaration, l'UE indique que le travail du président de la CENI a permis d'asseoir la crédibilité et l'indépendance de cette institution chargée de garantir la neutralité et l'impartialité dans l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes. L'UE se dit aussi prête à apporter son concours pour permettre au gouvernement, dans le contexte électoral, d'assurer une plus grande ouverture de l'espace politique en veillant au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Direction la République centrafricaine, lors du forum de Bangui qui s'était tenu du 4 au 11 mai dernier, les participants avaient recommandé que la transition soit prorogée jusqu'au 30 décembre 2015. C'est donc un risque de vide constitutionnel qui guette le pays. Dans les états-majors des partis politiques, on se réunit et on fait des propositions sur les schémas de sortie de crise. Hubert-Marie Diamani pour le point. Les élections législatives et présidentielles groupées qui étaient prévues le 18 octobre 2015 n'auront certainement pas lieu. À Bangui, certains comparent la situation que traverse la Centrafrique à une mort lente. La lecture que nous avons des récents événements de fin septembre à Bangui, c'est que le désarmement n'a pas été fait. Catherine Samba-Panza, le chef de l'État de la transition, vient d'entamer une concertation avec les différentes composantes de la société. Si nous avons des préoccupations par rapport au processus électoral, c'est l'occasion d'expliquer notre point de vue. Lors d'un point de presse, la concertation élargie des plateformes, partis et associations politiques, personnalités politiques, indépendante, a estimé que le processus de concertation voulu par Catherine Samba-Panza était plutôt une manœuvre politique et, selon ses propres termes, une autre escroquerie politique, comme lors du forum de Bangui, tant sur le format que l'ordre du jour, ainsi que les participants. La concertation estime que les points à débattre lors d'une vraie concertation doivent impérativement porter sur le processus électoral, la sécurité et le vide constitutionnel à partir du 30 décembre 2015. Cela passe par la signature d'un accord politique entre tous les acteurs de la vie nationale, sans exclusive, avec comme base le schéma centrafricain inclusif de sortie de crise. De nombreuses incertitudes demeurent.
Elles obligent les décideurs, les partis politiques et la société civile à un sursaut patriotique pour préserver la paix et la sécurité en Centrafrique. Le Bénin est en deuil. L'ancien président Mathieu Kérékou est décédé ce mercredi à l'âge de 82 ans. Né le 2 septembre 1933 à Kouarfa, non loin de la ville de Natitengou, dans le nord du pays, il devient président de la République le 26 octobre 1972 à la faveur d'un coup d'État. En 1974, il adopte le marxisme-léninisme comme idéologie officielle de gouvernement et crée le Parti de la Révolution populaire du Bénin, destiné à gouverner en tant que parti unique. Un an plus tard, le pays abandonne le nom officiel de République du Dahomey pour adopter celui de République populaire du Bénin qu'il a dirigé jusqu'en 1991 après la conférence nationale des forces vives de la nation, laquelle conférence a permis le rétablissement de nouvelles institutions dans le pays et l'engagement du Bénin sur la voie du renouveau démocratique. Battu à la présidentielle de 1991 par le président Nicéphore Dieudonné Soglo, Mathieu Kérékou revient par les urnes en 1996 et dirige le Bénin jusqu'au 5 avril 2006. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a suspendu mercredi la chef de la police nationale Ria Fiega, plus de 3 ans après le massacre de mineurs par la police à Marikana. Cette suspension intervient dans l'attente des conclusions d'une enquête sur sa capacité à occuper son poste. Reportage. Les faits remontent en août 2012 sur le site de la mine de platine près de Rustenburg. Une fusillade policière, la pire depuis la fin de l'apartheid en 1994, avait causé la mort de 34 mineurs. Encore aux commandes à cette époque, Ria Fiega, la chef de la police, aujourd'hui suspendue, avait affirmé que la police était en état de légitime défense à Marikana. Dénonçant un manque total de contrôle et de commandement, le rapport de la commission d'enquête reproche à la police sud-africaine d'avoir tenté de fuir ses responsabilités en maquillant des preuves. La chef de la police est soupçonnée d'avoir couvert une opération mal préparée pour désarmer les grévistes porteurs d'armes blanches et qui a tourné à la catastrophe. Après 3 ans de travail, en juin 2015, la commission indépendante sur le massacre avait recommandé une enquête sur les capacités de Ria Fiega à occuper son poste. Cette commission, présidée par un juge indépendant, avait attribué la responsabilité de ce drame essentiellement aux policiers et exonéré tous les responsables politiques. Ria Fiega, dont Amnesty International avait réclamé la suspension, a été remplacée temporairement par le lieutenant-général Johannes Komotso Falane, commissaire divisionnaire des services médicaux légaux de la police nationale. À ce jour, personne n'a été poursuivi pour la tuerie de Marikana, tandis que les familles de victimes se battent toujours pour obtenir des dommages et intérêts. Programmé pour le 25 octobre 2015, le premier tour de la présidentielle approche à grands pas. À Abidjan, la campagne bat son plein. 6 342 électeurs sont attendus par les agents de la commission électorale indépendante CENI pour le retrait de leur carte. C'est un reportage de Chris Paterne à Sémion. Quelqu'un qui s'est recensé encore, qui est venu à la carte de révision et puis son nom n'y est pas. C'est qu'il n'est pas là-bas. Alors qu'il voyait l'opération aussi simple, simpliste, Bilia ne s'imaginait pas qu'il ne trouverait pas son nom sur la liste des électeurs après l'enrôlement. Son nom n'y est pas. On regarde encore dans les cartes. Mais c'est que ton nom n'est pas. Si ton nom est là-bas, peut-être qu'une fois aller, on va mettre ton nom, c'est ce qu'on doit dire. Mais si ton nom n'est pas ici, c'est que ton nom n'est pas là-bas. Non. Si. Finalement, l'homme sera orienté vers la CEI locale, non sans avoir donné du tournis à ses agents qui passaient dans ce centre des jours vraiment calmes. Dans cette école qui abrite également des bureaux de vote, on expérimente une solution. Et cela semble attirer du monde. Malgré le soleil à midi et la pluie l'après-midi, l'ensemble convaincu de sa capacité à influencer le cours du destin du pays. Du 11 au 17 octobre, soit une semaine pour retirer sa carte d'électeur et espérer participer à l'élection du prochain président de la Côte d'Ivoire le 25 octobre 2015. Direction le Brésil où la présidente Dilma Rousseff gagne répit dans la bataille autour de l'éventuel lancement d'une procédure de destitution à son encontre, chose qu'elle assimile à une manœuvre de l'opposition qui voudrait, selon elle, se livrer à un coup d'État. C'est après une matinée de tensions et de rumeurs
que le président du Congrès des députés a repoussé sa décision sur le probable déclenchement d'une procédure de destitution contre la présidente de gauche. Les états-majors politiques s'attendaient à ce qu'il tranche dès mardi. La demande de destitution est appuyée par l'opposition qui accuse la présidente et son gouvernement d'avoir sciemment maquillé les comptes publics en pleine année électorale en 2014. L'opposition cherche sans cesse à raccourcir sa route vers le pouvoir, à effectuer un saut et à arriver au pouvoir par un coup d'État. Il s'agit d'élaborer de manière artificielle un impeachment à un gouvernement élu au suffrage direct. Sans aucun doute, nous sommes en train de vivre une crise politique sérieuse dans notre pays. Elle s'exprime en ce moment dans la tentative des opposants à notre gouvernement de vouloir faire un troisième tour. Les décisions du Congrès des députés devraient en théorie geler le déclenchement de toute procédure de destitution jusqu'à ce que le tribunal fédéral suprême se prononce sur le fond en session plénière d'ici à plusieurs semaines. Dilma a encore 3 ans et 3 mois de mandat. Elle a encore tout le temps pour faire tout ce qu'elle a promis durant sa campagne. Toutefois, le président du Congrès des députés a estimé que les décisions provisoires des juges de la haute juridiction ne remettraient pas en cause sa prérogative de filtrage des demandes de destitution de Dilma Rousseff. Il laisse ainsi entendre qu'il pourrait sévir sans attendre le jugement de fond de la Cour suprême. En Arabie Saoudite, la bousculade de la Mecque a livré un chiffre effroyable. Selon des données communiquées par 31 pays, le bilan passe désormais à 1633 morts. Plus de précisions à travers ce reportage. Le drame de Mina en Arabie Saoudite n'a visiblement pas fini de livrer tous ses secrets. Depuis un bilan officiel de 769 morts fourni le 26 septembre, 2 jours après le drame, les autorités saoudiennes n'ont plus communiqué de nouveaux chiffres. Lundi, un bilan de 30 pays a porté le nombre de morts au cours de ce pèlerinage à 1587. Le lendemain, soit mardi, ce nombre a été revu à la hausse lorsque les chiffres de 31 pays réunis établissent un nouveau bilan de 1608 personnes passées de via Tripa au cours de cette bousculade meurtrière. Mercredi, selon des gouvernements et des commissions nationales du pèlerinage, un nouveau bilan a vu le jour et porte le nombre de pèlerins à avoir péri au cours du drame à 1633 morts. Un chiffre qui peut bien grimper à nouveau, car à ce jour, de nombreux pèlerins sont toujours portés disparus depuis cette bousculade qui a eu lieu lors du rituel de la lapidation symbolique de Satan à Mina, près de la Mecque. La précédente catastrophe la plus grave survenue lors du grand pèlerinage musulman remonte à 1990 quand une bousculade dans un tunnel de Mina avait fait 1426 morts parmi des pèlerins asiatiques pour la plupart. Pour cette bousculade-ci, Riyad n'a toujours pas fourni de décompte par nationalité des victimes. Ce sera tout pour cette édition.